Tous, bienvenue au bar de l'économie. Comme d'habitude, si vous voulez voir l'émission en vidéo live et interagir, vous nous rejoignez sur Facebook, page bar de l'économie. Et bien sûr, nous diffusons toujours en FM 98.0 et en web radio sur idfm 98.fr. Aujourd'hui, nous parlons immobilier sous l'angle construction et plus particulièrement réemploi, économie circulaire et comment l'immobilier peut être plus vertueux pour préserver l'environnement. Nous aurons aussi un regard économique sur la région avec le plan de compensation du projet Europa City qui était prévu à Gonesse. Et nous parlerons également animation de fin d'année et action de solidarité sur la ville d'Enghien. Pour parler de ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir et de remercier nos invités pour être arrivés jusqu'à nous aujourd'hui où les temps de transport sont toujours aussi variables. Philippe Sueur, bonjour. Bonjour aux auditrices et auditeurs. Vous êtes maire d'Enghien-les-Bains et vice-président du conseil départemental du Val d'Oise et depuis 1997, vous présidez également la CEMAVO, qui est dédiée depuis 50 ans au service des collectivités pour des opérations d'aménagement immobilière. Vous avez obtenu la certification ISO 9001 dans laquelle le développement durable constitue une composante majeure. Ensemble, nous parlerons de cette société, du plan de compensation Europa City, plutôt de la feuille de route, je crois d'ailleurs, pour Europa City, des événements de solidarité que vous mettez en place sur votre ville, la matinée senior, le dîner de Noël solidaire qui a eu lieu samedi dernier le 14 décembre, des projections monumentales sur 3 sites et du village sous la neige qui va s'ouvrir demain, vendredi, jusqu'au 5 janvier 2020. Thierry Laquitaine, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Circolab, directeur ISR de la société AEW, investissement socialement responsable. Vous gérez notamment des actifs immobiliers appartenant à Natixis et la Banque Postale. C'est vous qui nous parlerez de la situation actuelle qui doit évoluer. Vous nous présenterez votre diagnostic et surtout quelles sont les solutions que vous comptez apporter. Vous êtes accompagné de Magali Castex. Bonjour. Bonjour. Vous êtes pilote démonstrateur industriel de la ville durable, cycloterre à Grand Paris Aménagement. Vous nous expliquerez ce que cela veut dire. Mais je peux d'ores et déjà préciser pour nos auditeurs que vous êtes de formation ingénieur. Vos sujets d'expertise concernent la transition écologique, l'économie circulaire, le réemploi, le changement climatique et bien d'autres encore. Et également parmi nous aujourd'hui, Ronan Trottier. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes directeur de projet chez Géon. En 2 mots, Géon est une jeune société de conseil d'ingénierie de développement durable, fondée début 2016, dont le but est d'améliorer le cadre de vie en tenant compte des enjeux environnementaux. Vous nous donnerez des exemples concrets de vos réalisations et des projets à venir. Très bonne synthèse. Merci. Je rappelle notre grand jeu jusqu'à Noël, à gagner un pack Sérénité Darty par semaine. Pour jouer, c'est tout simple, vous jouez avec Christophe dans l'émission La Matinale, qui se déroule de 7h à 9h. Mais tout de suite, regardons ensemble les infos du jour. Alors la première info, elle est courte, mais elle concerne un sujet très important en ce moment, ce sont la réforme des retraites, une nouvelle étape dans le projet de réforme. Emmanuel Macron n'abandonnera ni ne dénaturera le projet de réforme des retraites défendu par le gouvernement, mais des modifications pourront y être apportées à la lumière des discussions avec les syndicats, a-t-on dit mercredi à l'Élysée. Le président français n'abandonnera ni ne dénaturera le projet de réforme du système de retraite, mais est disposé à l'améliorer par le truchement des discussions avec les syndicats, déclare-t-on. Le chef de l'État a par ailleurs demandé au gouvernement de rester disponible, autant que de besoin, pendant les fêtes afin de poursuivre les discussions avec les partenaires sociaux et d'obtenir d'éventuelles pauses dans le mouvement de grève et de manifestation, dit-on, de même source. Philippe Sueur, ça résonne, je pense, chez vous. Oui, bien sûr, comme pour tous les Français. Il est évident que c'est une réforme brutale, voire violente. Elle est nécessaire néanmoins, parce que c'est depuis 50 ans que nous connaissons cette situation. Je vous donne un exemple tout à fait personnel, mais qui va amuser tous nos auditeurs. Il y a exactement 50 ans, j'étais en 3e année de fac de droit avec un professeur qui s'appelait Jean-Buis Merlin, qui était professeur de sécurité sociale, et il nous a dit, mesdemoiselles et messieurs, en 2008, on ne pourra pas payer vos retraites. C'est clair. Donc ça veut dire que depuis 50 ans, le sujet est connu. Le calcul est connu, oui. Il n'a pas été traité dans son ensemble. Donc aujourd'hui, c'est 42 régimes. C'est brutal de réduire 42 régimes avec déjà des concessions, bien entendu. Je crois personnellement que le système à points est bon, il est vertueux, mais il est appliqué tel que le projet est présenté est trop brutal. En revanche, on aurait parfaitement pu, depuis quelques
années, et plus que quelques années, faire des rapprochements entre les régimes, jusqu'à un moment donné où une sorte de compatibilité aurait permis d'aller à la réduction. Merci Philippe Sueur. Deuxième info, Paris juge inacceptable la proposition américaine sur la réforme de la taxe internationale. La France rejette la proposition américaine qui donnerait la possibilité aux entreprises de se soustraire aux futures règles internationales sur la taxation des grands groupes, a annoncé Bruno Le Maire. Les déclarations du ministre français de l'économie soulignent le fossé grandissant sur ce sujet entre Paris et Washington. Washington qui menace d'imposer des droits de douane massifs sur certains produits français en guise de représailles à la taxe sur les géants du numérique entrés en vigueur en France. La question de la taxation des grandes internationales du numérique, les GAFA, c'est-à-dire on parle de Google, Amazon, Facebook, Apple, est au cœur de ces débats entre grandes puissances économiques. Bruno Le Maire s'est clairement exprimé en exhortant Washington à négocier avec bonne foi. La proposition américaine d'avoir une solution optionnelle où les entreprises choisiraient librement ou non, très franchement, je n'y crois pas. Je n'ai pas vu beaucoup d'entreprises qui acceptent librement d'être taxées, a-t-il ajouté. Longtemps à la manœuvre dans ce dossier, les États-Unis ont brusquement changé de pied cette semaine en s'exprimant par le biais d'un courrier signé par la main du secrétaire du Trésor leur opposition aux récentes propositions de l'OCDE formulées en octobre. Dans cette lettre datée de mardi adressée à l'OCDE, Steven Mnuchin suggère d'ajouter une clause permettant aux entreprises d'échapper aux règles si elles le souhaitent. La proposition mise sur la table par l'OCDE, qui suggère de donner davantage les mains libres aux gouvernements nationaux dans ce domaine, doit servir de base aux négociations censées aboutir à un compromis d'ici à janvier et à un accord en bonne et due forme dans le courant de l'année 2020. Troisième info. Juste un mot là-dessus. Je vous en prie, Philippe Sueur. Ça pose, quoi qu'il en soit, le problème qu'on ne traite pas, qui est difficile, de l'extraterritorialité des États-Unis, de la souveraineté extraterritoriale des États-Unis sur le monde. C'est la question du dollar. Bien entendu, on l'a vu quand la BNP a été condamnée à cette amende de quelques 10 milliards que BNP a payé, mais aussi c'est la question de la souveraineté des clouds, c'est la question donc de l'indépendance de notre cyberéconomie et de notre capacité à protéger nos systèmes d'information. Ça, c'est une vraie question. Et dans cette question, on pourrait en parler longtemps, mais c'est aussi la position qu'a pris les États-Unis lorsque toutes les sociétés françaises et européennes ont dû sortir de l'Iran. Très rapidement. Tout est lié. Alors, autre info, la start-up Outside lève 20 millions de dollars pour sa caméra 3D dédiée aux véhicules autonomes. Outside est spécialisé dans le développement de capteurs pour les machines intelligentes. Lève 20 millions de dollars en financement d'amorçage à l'occasion d'un tour de table mené par Demeter Partners, SPDG, qui est la holding de la famille Perrier-Ditheren, et la banque BNP Paribas, avec la participation de Forestia, le groupe Safran, ainsi que le multi-entrepreneur Eric Carrel. La start-up française a par ailleurs conclu des partenariats avec Forestia et le groupe Safran cette année. La technologie d'Outside prétend fournir une perception complète de l'environnement dans un seul appareil, permettant également de détecter la composition matérielle des objets perçus par la caméra. 2 types de produits sont proposés par la start-up parisienne, puisqu'elle dispose d'une solution 3D Smart Monitoring pour les grands espaces, tels que les aéroports, les centres commerciaux et les sites, ainsi qu'une version spécifique pour les voitures et les robots mobiles non routiers. Nous sommes convaincus que la solution technologique Outside contribuera grandement à accélérer le développement de solutions de mobilité durable et la transition énergétique, a déclaré Laura Wirtzel, directrice des investissements chez BNP Paribas. Ronan Trottier, vous voulez commenter cette information ? Oui, effectivement, c'est intéressant. Je ne suis pas du tout contre la technologie, au contraire, et la progression de ces véhicules. Mais comme on parle de développement durable ce matin, c'est vrai que se pose quand même la question, et je pense que c'est une vraie question, ce développement de technologie va effectivement contribuer à de la mobilité durable. En revanche, la construction de ces véhicules-là, j'en suis un peu moins certain. C'est-à-dire, c'est un peu comme les voitures électriques. La matière première qu'il faut pour construire ce genre de véhicule est encore pire avec des véhicules autonomes. On se pose la question de savoir si c'est vraiment durable, et notamment avec l'utilisation de ce qu'on appelle aujourd'hui des terres rares, qui sont des métaux qui sont malheureusement assez peu présents sur la planète. Oui, très rares. Et donc, comme on parlait de développement durable ce matin, c'est vrai que se soulève cette question-là qui, je pense, est une question importante dans le développement futur de cette technologie. Merci Ronan. Magali, un complément peut-être ?
Oui, parce que ce qui me dérange moi, dans cette question de véhicule autonome, c'est savoir quels sont les objectifs poursuivis. Personne n'en parle jamais. On se suffit finalement de se dire c'est de la technologie, c'est super, on est hyper fort, mais ça sert à quoi? C'est pour faire quoi? On nous dit que c'est du développement durable, mais en effet, il y a la question des terres rares. Moi, je n'ai pas de calcul. Le premier effet, c'est de remplacer l'humain par des robots. On sait en quoi c'est un bien. Alors, en effet, quand il y a des grèves, c'est pratique, mais qui contrôle les robots? Enfin, je suis vraiment fâchée de ne jamais voir ces questions abordées quand on parle de véhicules autonomes. Alors je crois aussi également qu'on n'en est qu'au balbutiement, puisqu'aujourd'hui les premiers tests ont été faits, mais rien n'a été confirmé. Et il y a surtout de gros problèmes d'assurance dans l'utilisation du véhicule. Balbutiement, j'ai lu un livre sur les véhicules autonomes, on en parle depuis le début du XXe siècle et ça il y a une accélération quand même très forte depuis les 15 dernières années. Quand je dis balbutiement, c'est qu'aujourd'hui il n'y a aucun constructeur qui s'est engagé sur une date en fait, de mise en œuvre sur les véhicules autonomes. Oui, mais il vaut mieux avoir ces discussions de fond sociétales avant qu'il y ait des dates et que ce soit lancé en fait. Bien, merci Magali. Alors en restant dans le monde automobile, quelques chiffres. Le marché automobile européen encore en hausse en novembre selon l'Association des constructeurs européens d'automobiles. En fait, les immatriculations s'étaient effondrées en fin d'année dernière avec l'entrée en vigueur des nouvelles normes anti-pollution. Et cette année, s'est immatriculé en novembre 1 210 860 véhicules neufs, et sur les 11 premiers mois de l'année, les immatriculations en Europe reviennent quasiment à leur niveau de l'an dernier avec plus de 14 millions d'unités. Alors sur le seul mois de novembre, la hausse a été limitée à 0,7% en France, alors qu'elle a atteint 9,7% en Allemagne, premier marché du continent. Il est à noter aussi qu'au niveau des constructeurs, le groupe Renault a vu ses ventes progresser de 4,1%, alors que celles de PSA se sont contractées de 7,9%. C'est le groupe Volkswagen qui sort grand vainqueur puisqu'il a enregistré une hausse de ses ventes de 13,4%. Info suivante concerne le projet d'Europa City, initialement prévu à Gonesse dans le Val d'Oise et qui a été annulé sur décision de l'Elysée. Et pendant ce temps à Gonesse, un projet alternatif est encore bien flou. Parmi les revendications, il y a le maintien de la station Gonesse sur la future ligne 17 du métro automatique, le maintien d'une promesse de 10 000 emplois comme le prévoyait Europa City à l'origine, le maintien des équipements culturels, soit une grande halle d'exposition, une salle dédiée au 7e art, un musée pour les enfants type La Villette et un cirque. Les élus locaux initialement pro-Europa City réclament un calendrier et des objectifs clairs sur le projet alternatif en question. Jean-Pierre Blasi, maire de Gonesse, met au défi le gouvernement de retrouver 10 000 emplois avec un projet alternatif. Et Marie-Christine Cavecci, la présidente LR du département du Val d'Oise, s'est exprimée sur un autre projet qu'aurait le gouvernement en disant que c'était du vent. Elle avoue ne plus avoir confiance dans les promesses de l'État. Quant à Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, elle tire la sonnette d'alarme en réclamant un plan d'urgence pour tout l'est du Val d'Oise. Philippe Sueur, ça doit résonner aussi chez vous. Vous avez un avis? Oui, bien sûr, puisque la délégation qui m'a été confiée par le département est celle de l'attractivité territoriale. Et en quelque sorte, il s'agit bien là de l'aménagement économique et de la création d'emplois, dépend de ma délégation, l'emploi et le numérique. Et il est certain que le projet d'Europa City est une très grande déception pour les acteurs économiques. On voit la mobilisation qui a été celle de tous les industriels, de la Chambre de commerce et d'industrie, bien sûr des collectivités. Vous avez nommé le maire de Gonesse, Jean-Pierre Blasi, oui, qui s'est fortement mobilisé. Il est vrai que, et je crains d'ailleurs qu'on soit resté sur une image dépassée, que le premier projet d'Europa City ressemblait plus à un immense Luna Park qu'à un projet d'une conception urbaine, périurbaine, à la fois certes d'activité économique, mais de tourisme, de culture. J'ai vu des projets culturels qui étaient particulièrement séduisants. Bon, en réalité, c'est une conception totalement nouvelle, c'est un projet qui est unique en Europe, et je pense que le groupe Auchan, la famille Mullier ira le réaliser ailleurs. Londres est d'ailleurs intéressé. Ouais, c'était 10 000 emplois, c'était 10 000 emplois pendant le chantier, c'est 10 000 emplois qui étaient projetés avec les aléas des projections, bien entendu. Nous sommes là, il faut le dire, sur un territoire qu'on appelle le triangle de Gonesse,
entre Roissy dans la pointe et la base qui est donc sur Gonesse pratiquement au Bourget. C'est 685 hectares de terres agricoles aujourd'hui, de très bonnes terres historiques en quelque sorte. C'était en quelque sorte les céréales de Paris, le pain de Paris qu'on cuisait à Gonesse en d'autres temps. Et 280 hectares sont consacrés à l'urbanisation. Mais le mot urbanisation veut dire effectivement qu'on va minéraliser très largement le territoire. C'était un établissement public qui en était jusque-là chargé. C'est ensuite ex-AFTRP, c'est-à-dire Grand Paris Aménagement, qui a été chargé du dossier à la dissolution. Et aujourd'hui, il est vrai qu'il n'y a pas un projet alternatif économiquement aussi solide économiquement, je veux bien dire aussi solide, que celui qui a été présenté. Parce que nous connaissons Karma. Karma, c'est la coopération pour une agriculture rurale métropolitaine d'avenir, qui voit dans ces terres, effectivement, par là un triangle de futurs maraîchers, de fermes complètement périurbaines, repensées. C'est pas inintéressant. Mais dans ce cas-là, il faut repenser l'aménagement de l'Île-de-France au-delà des limites de l'Île-de-France. L'Île-de-France, c'est 12 millions 500 000 habitants. C'est Paris, ne serait-ce que Paris avec ses habitants et ses acteurs économiques qui exigent une fourniture de biens de consommation immédiat. Et si on est durable, on ne va pas faire 300 km tous les jours, ou 200, comme on le voit, très, très régulièrement. Donc, il faut repenser sans doute tout ça. Nous le déplorons. Alors, c'est cette mobilisation des élus sur une décision politique du président, oui, qui est constitutionnellement illégale. Exact. Quand vous allez lire les pouvoirs du président de la République, il n'a pas à prendre cette décision du tout. Le Premier ministre non plus, d'ailleurs, mais le gouvernement peut, à travers les ministres concernés, je pense à Madame Borne en particulier, faire une politique qu'on appelle de ralentissement, de harcèlement, de rétention. C'est vrai qu'on peut faire mourir à petit feu un projet. Bon, et par là, cette mobilisation a conduit à ce que je crois que c'est le 16 novembre, d'ailleurs j'ai le document, voilà, c'est le 14 novembre, les deux ministres, Madame Borne d'une part, et Jacqueline Gouraud qui est en charge effectivement des territoires, des collectivités, ont rédigé pour Francis Rol-Tanguy. Francis Rol-Tanguy a été le directeur régional de l'équipement d'Île-de-France en d'autres temps, le patron de fret SNCF et également donc préfet. Et il est à la retraite, il est honoraire. Il a été chargé de cette mission dont la lettre est intéressante parce qu'elle fait un premier constat. Je vous lis. Allez-y, quelques lignes, parce que les emplois salariés privés plafonnent. Nous sommes en Val d'Oise et dans l'est du département, l'est qui est très fragile socialement. Très fragile. Quand l'économique est affaibli, c'est évident qu'il y a une fragilité sociale. Donc, les emplois salariés privés plafonnent depuis la crise de 2008 et l'immobilier d'entreprise souffre d'une inadéquation entre la programmation et la demande. La reprise de la construction de logements reste insuffisante pour résorber le déficit habitat-activité, pour réduire les ségrégations socio-spatiales et pour soutenir l'économie présentielle. On est dans le verbiage évidemment habituel, mais enfin les mots sont là quand même. Malgré des prix qui figurent parmi les plus bas de la métropole, l'attractivité résidentielle reste faible et les soldes migratoires sont négatifs. La confiance dans la promesse républicaine s'en trouve même par endroits entamée. C'est écrit par le gouvernement. Donc ça veut dire c'est un constat. Et Rol-Tanguy, donc le préfet Rol-Tanguy, a la mission donc en quelque sorte de reconstruire, c'est les mots mêmes de la lettre, une vision d'avenir pour ce territoire. De déterminer un périmètre d'action prioritaire et d'élaborer un projet de stratégie d'aménagement et de développement durable. Donc, c'est vrai qu'il faut une vision d'action prioritaire, mais quand il y a une action prioritaire, il faut les fondements juridiques de cette action. Mais vous êtes en train de dire qu'on part de zéro, excusez-moi. On repart complètement de zéro. Mais là, on repart de zéro. Bon. Quand on a une stratégie d'aménagement et de développement durable, c'est impensable de fonctionner différemment. Nous sommes aujourd'hui dans une nouvelle culture, et tant mieux. Moi, j'ai eu bien du mal, il y a maintenant 15 ans, à mettre ça en route en Guerre-les-Bains, mais maintenant, bientôt, on me reproche de ne pas en faire. Bon, assez. Donc,
Il faut ici donc dégager une nouvelle stratégie. Et le préfet Roltanguy est venu à la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise il y a maintenant une quinzaine de jours pour rencontrer tous les acteurs, les présidents de fédérations du bâtiment, d'industrie qui étaient présents. Le préfet, Amaury de Saint-Quentin, était également présent. Et il a fait un tour de questions. Et qu'est-ce que nous observons? Nous manquons d'équipements structurants. Nous manquons encore d'équipements structurants, notamment de voies structurantes, de transports structurants. Quand on pense que la tangentielle nord, qui aurait dû être achevée totalement entre Sartrouville et Noisy-le-Sec, n'a qu'un petit tronçon qu'on appelle le T11 entre Épinay-Ville et le Bourget, qui a coûté 1 milliard, alors que le projet d'ensemble devait coûter 1 milliard, donc un tiers, 1 milliard. Nous voyons que... Philippe, je vous interromps parce que peut-être que nos auditeurs ne comprennent pas bien ce qu'est une voie structurante. Ah oui, vous pouvez préciser? Une voie structurante, c'est un équipement, et notamment, imaginons, une route qui a été aménagée pour irriguer des zones industrielles qui s'établiraient au fur et à mesure. Bon, par exemple, la Francilienne, quand elle a été conçue, elle a été conçue, bien sûr, pour une fluidité de la circulation, mais elle était conçue dans une deuxième orbitale, bien sûr, puisque ou la troisième, si on compte que le périphérique est la première, troisième orbitale, a vocation de venir irriguer des zones d'activité, Roissy bien entendu, Saint-Ouen-l'Aumône, qui est l'une des plus grandes zones d'activité, Saint-Ouen-l'Aumône, Cergy, tout ce secteur, et Ragny, et d'éviter les congestions, et surtout de faciliter ce qui est essentiel, la relation entre l'emploi et l'habitat et le emploi-habitat. Alors, est-ce qu'on peut revenir en fait ce que vous étiez en train d'évoquer, c'est-à-dire en fait le projet structurant? Vous avez le préfet qui est venu visiter, et qu'est-ce qu'il en est sorti? Alors lui a écouté. Il a écouté. N'a prononcé en quelque sorte aucun engagement. Aucun engagement. Le préfet du Val d'Oise a bien rappelé lui la fragilité du secteur Est, car c'est surtout sur ce secteur Est. Et on peut imaginer, même si le gouvernement semble dire le contraire, que la ligne 17 sera encore retardée. Donc la ligne 17, c'est quand même le grand métro express entre Roissy et, bien sûr, Pleyel, puisque c'est le grand hub de transport en périphérie, ça sera donc Pleyel. Vous imaginez aussi, pour que nos auditeurs se rendent compte quand même de la dérive des projets, de la lenteur des projets. Conçu il y a 20 ans, on voulait faire conçu dans l'idée, on voulait faire une liaison directe Roissy-La Défense. Ça avait du sens. C'est ce que vous voyez dans tous les grands aéroports internationaux à travers le monde. Des lignes directes, express, où en quelques 20 minutes, vous avez rejoint un centre de ville, ou évidemment les centres d'activité et d'affaires. Eh bien, aujourd'hui, on nous dit que la ligne 17, c'est pour 27, 28, 30. C'est inacceptable. Voilà. Parce que le Charles de Gaulle Express, bien entendu, est sur les rails. Mais il aboutit qu'à la gare de l'Est, où il n'y a que 2 lignes de métro et un RER où il va falloir faire 350 mètres en tunnel pour... voyez, et puis de toute façon, il suffit... Le confort pour nos visiteurs étrangers. Exactement. Il suffit de prendre cette ligne avec les touristes qui arrivent de l'étranger et qui se sentent complètement perdus quand ils arrivent dans les gares parisiennes. Nous avons, et j'ajouterai, c'est très important, Roissy, c'est le 2e aéroport international en Europe. C'est 90 000, les chiffres fluctuent, d'emplois sur la plateforme. Or, seulement 14% des Valdoisiens travaillent sur Roissy, par déficit de la liaison. Car nous sommes effectivement en liaison transversale et elles sont totalement déficitaires. Alors, pour revenir sur le projet Europa City, on voit bien qu'aujourd'hui on repart de zéro. Est-ce que vous auriez une petite note optimiste pour nous dire comment ça peut repartir et quelle est la prochaine étape? Alors, ma note optimiste, c'est que je pense qu'il y a eu un choc là. Il y a eu un choc de prise de conscience. La haute fonction publique a compris que le politique a lâché pour éviter évidemment un nouvel Notre-Dame-des-Landes. C'est bien ça. Dont on peut imaginer que la privatisation d'ADP est peut-être la compensation pour quelques autres.
hein, bon, on ne va pas les citer aujourd'hui. Et cette prise de conscience mobilisera vraisemblablement. Hein. La région, et Valérie Pécresse là-dessus, et vous l'avez cité, Oui. hein, est très mobilisée, très mobilisée. Et nous pensons donc que s'il y a un plan qui sera arrêté dans les mois qui viennent, les 6 mois qui viennent, il faudra qu'il y ait derrière l'outil de réalisation. Moi, je pense que on avait inventé, c'était du temps de la présidence de François Hollande, des opérations d'intérêt national. Bon, je crois que ça peut être, mais il faut aller vite, il faut que les procédures soient des procédures raccourcies, des procédures d'urgence, et qu'il y ait un pilote. La concertation préalable, on ne fera rien sans les élus locaux, hein, bien entendu, surtout qu'on est là sur une très importante agglomération, qui est la plus importante d'Île-de-France, voire une des plus importantes de France en territoire, en nombre et en richesse hein, aussi, bien entendu, parce qu'il y a de la richesse. Parce que je vais terminer sur une note optimiste, hein, puisque vous la demandez, c'est que notre département du Val d'Oise est riche d'industrie, riche. En termes d'aéronautique, hein, nous avons là les plus beaux fleurons, c'est Dassault. Hein, on ne sait pas que une partie des Rafales sont construits à Argenteuil. Tout à fait. Hein, sont construits à Argenteuil. Des Falcon au Bourget et surtout à Bonneuil. Bonneuil, c'est encore le Val d'Oise. Le Bourget, vous savez, c'est un aéroport qui est à 90% sur le Val d'Oise. Hein, il n'y a que les halls commerciaux qui sont sur la Seine-Saint-Denis. Et bien là, nous avons Airbus Industrie, nous avons Dassault Falcon Service. En Val d'Oise, c'est Safran. Safran, c'est les moteurs hein, à réaction. Il y a également une industrie extraordinaire hein, de la cosmétique. Et qu'est-ce que nous entendons quand on fait le tour hein, des chefs d'entreprise, quand on va au salon du Bourget hein, avec le CEVO que je préside, on voit donc tous ces sous-traitants, c'est une nébuleuse fantastique, ils vous disent nous ne recrutons pas parce qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de formation. C'est d'ailleurs l'un des messages que j'ai voulu envoyer au préfet Rolf Tanguy, qui dit pensez à la formation industrielle, pensez, parce que j'ai recensé, voilà, ça aussi c'est une petite pointe, hein, mais 48 BTS en Val d'Oise, 8 sont industriels, 8 seulement. Et 4 de ces BTS sont assurés par le GARAC, c'est-à-dire par la profession de l'automobile. À Argenteuil, dans le Val d'Oise. Entre autres. Voilà. Absolument. Vous voyez, donc, on a un déficit technicien. On a créé, là récemment, des Japonais ont installé il y a quelques années une très belle industrie de cosmétiques, hein, de produits de base. Bon, ils ont été chercher leurs chimistes en dehors du département. Il n'y en avait pas. Philippe Sueur, merci pour ces informations. Et nous voyons en fait que tous les élus locaux et nationaux sont mobilisés. C'est la mobilisation qui fera qu'on peut compter dessus pour avoir un projet qui soit vraiment dynamique pour cette région. Merci Philippe Sueur. Alors pour la dernière info, je vais vous proposer quelque chose que je qualifierais d'un peu plus insolite. En fait, c'est la guitare de John Lennon qui s'est vendue 2,4 millions de dollars. Une guitare qui avait été volée à John Lennon dans les années 60 a été vendue pour 2,41 millions de dollars, soit 2,24 millions d'euros, lors d'une vente aux enchères organisée à Beverly Hills, en Californie, l'un des prix les plus élevés payés pour un objet ayant appartenu à une star du rock'n'roll. Selon le commissaire-priseur, cette guitare acoustique de marque Gibson datant de 62 a été pendant des décennies en possession de John McCaw, un guitariste américain qui l'avait achetée à la fin des années 60, sans savoir qu'elle avait été volée à l'ex-Beatles, tué en 1980. La moitié du produit de la vente de la guitare qui avait été subtilisée lors d'un concert ira à la fondation Spirit, organisme de charité fondé par John Lennon et sa femme Yoko Ono. Alors il faut savoir que le prix de 2,4 millions de dollars dépasse la somme de 965 000 dollars qui avait été déboursée pour une guitare électrique avec laquelle Bob Dylan avait joué. Mais selon le livre des records, le prix le plus élevé jamais payé pour une guitare est de 2,7 millions en 2005 pour une Fender Stratocaster signée par entre autres Keith Richards, Eric Clapton et Paul McCartney. Alors ne cherchez pas à savoir qui a acheté cette guitare, l'acheteur ayant demandé à rester anonyme.
Alors je vous propose maintenant de faire notre première pause musicale et de rendre hommage à quelqu'un qui nous a quittés aujourd'hui, c'est Alain Barrière. Quel âge avait-il? Alain Barrière, c'est le chanteur ou le compositeur? Ah oui, Chanteur. je pensais plus vieux. Ah oui. La question, c'était... J'ai un sentiment que c'est tellement loin. L'économie. Vous l'avez pas connu? Moi j'ai le sentiment que Ah, d'accord. Ça n'a jamais existé. Pour la fin, il y a des trucs Si, ça peut exister, mais j'ai 50 sur quand même. c'est des années. Moi j'ai connu, alors vous avez connu quand même. oui, j'ai connu. Mais ça ne m'a jamais trop séduit. Donc, Voilà, mais bon, c'est personnel. Ça. Ah oui, non, mais C'est, j'entendais. On le voyait sur tous les plateaux de télévision. Les Maritiers, Et puis il n'y avait pas une complicité avec Quel est ton Claude Pompidou. alors là, C'est un site Il me internet. semblait qu'il était souvent invité à je l'Élysée. sais pas. Je sais pas. Là, tu rirais. Il me semblait. Enfin, on fait partie. Oui, bien sûr. Hein, sur, Je commence par sur quoi? Oui, Bien sûr. Et tu commences par quoi? D'accord. Ah, c'est mal. Tu lui as dit? Oui. Il va se passer des choses importantes en revanche sur le site de PSA. Vous êtes dessus, non? Ouais. Ah oui. Mais c'est beaucoup plus petit, hein, c'est pas comparable. Combien il y a 80? ouais, 80 ou 120, je sais. Là, Europacity, c'était. Oui, c'est ça, ça fait exactement la taille de l'Europa. Ouais. Et alors, chose Mais étonnante, parce que nous avons avec le CERO un contact. Ça a été une prospection avec c'est pas un industriel, c'est on va dire un promoteur, banquier, organisateur de parcs, d'activités culturelles, notamment spécialisés dans les patrimoines immatériels. D'accord. Il s'appelle comment? Lui s'appelle Yongli. Hein. Ah. Voilà. Vous connaissez, voilà. Vous connaissez Emmanuel de Massélia? Bien sûr. Alors lui, il travaille qui pour lui avait maintenant. commencé, Je pense, hein, parce que Emmanuel l'a rencontré quand il Oui, il y a était 5 ans. Louis Despaux, ça remonte à 4 ou 5 Bon, ans. on va y retourner. Et Yongli, bon, il a fait quand même à Pékin, il a déjà 3 parcs, et c'est lui qui réaménage le site de Shanghai de l'Expo universelle. Lui, il amène 1 milliard. C'est bien que tu mettes le casque quand même. Nous revenons au bar de l'économie. Aujourd'hui, je reçois Thierry Laquitaine, président de Circolab, directeur investissement socialement responsable. Vous gérez entre autres des actifs immobiliers appartenant à Natixis et la Banque Postale. Magali Castex, pilote démonstrateur industriel de la ville durable Cycleterre à Grand Paris Aménagement. Ronan Trottier, directeur de projet chez Géon. Et Philippe Sueur, maire de la ville d'Enghien et vice-président du conseil départemental du Val d'Oise. Alors Philippe Sueur, commençons avec vous. Bien sûr, vous êtes maire d'Enghien et vice-président du conseil départemental du Val d'Oise. Et depuis 1997, vous présidez également la CEMAVO. Vous nous avez déjà donné votre éclairage sur la feuille de route Europacity. Et je souhaiterais maintenant que vous nous parliez de la CEMAVO qui fête ses 50 ans cette année. Alors, je suis allé sur le site internet et le premier message que j'ai trouvé, c'est « Aménager et construire la ville durable ». Vous pouvez développer ? Volontiers, volontiers. Je mets un petit peu d'histoire avant, parce que aujourd'hui, bien sûr, c'est la ville durable. Ça aurait dû toujours être la ville durable, d'ailleurs. Mais il y a 50 ans, le département venait de naître. Hein, et le conseil départemental, conseil général à l'époque, a eu cette vision qu'il fallait au service des collectivités un aménageur public. Il n'y avait pas les outils d'aujourd'hui. Nous n'avions en Île-de-France que la FTRP, qui naissait et qui était à l'origine plutôt le portefeuille foncier de l'État sur les grands territoires des villes nouvelles ou des secteurs qui étaient en friche et qui convenaient de porter, de conserver. Je pense aujourd'hui à des secteurs comme encore sur Plessis-Bouchard et autres où nous avons des terres en réserve.
Et en conséquence, on a créé une société d'économie mixte, hein, donc société anonyme, où, selon la loi, où l'actionnaire principal doit être un public, et en l'occurrence, le département du Val d'Oise, et l'actionnaire à 71% de la CEMAVO, hein, avec la Caisse des dépôts et consignations, qui, elle, hein, porte 8,5% des actions. Les autres étant disséminés sur des acteurs qui sont des banquiers, qui sont des opérateurs sociaux, des bailleurs sociaux du Val d'Oise. La mission de la CEMAVO, c'était essentiellement l'aménagement du territoire. C'était autant la construction, c'est vrai, de secteurs urbains et de logements, mais c'était surtout le foncier économique. C'était une époque où les départements de France avaient une vraie compétence dans le développement économique. On les en a privés aujourd'hui par la loi NOTRe. C'est bien dommage, car le Val d'Oise a même été une terre d'attractivité avec une aide économique et financière à l'acquisition du foncier. Et il y avait des dotations. Et des zones étaient ainsi, se sont structurées. La plupart des zones d'aménagement, hormis des initiatives privées qui sont celles de la vallée de l'Oise pour le parc des Bétules, d'autres parcs d'activité, c'est la CEMAVO qui les a créés. Aujourd'hui, la CEMAVO continue à en créer d'ailleurs proche à Roissy ou dans les environs de Roissy, pour apporter là aussi de la valeur ajoutée importante. Ce sont des opérations propres. Nous avons en ce moment un aménagement en livraison même, un parc de 33 hectares au Tillet, en face à FedEx. C'est de l'emploi, c'est beaucoup d'emplois, du bel emploi. C'est pas seulement de la logistique, parce que la logistique, on le sait bien, c'est peu d'emplois, c'est beaucoup de transport, c'est beaucoup de pollution, c'est contraire à l'esprit du développement durable. La deuxième mission de la CEMAVO a été la rénovation urbaine. Nous sommes donc missionnés pour des opérations de cœur de ville, en rénovation lourde, ce qu'on appelle des opérations de rénovation aux rues, que l'ANA finance évidemment en grande partie. Et nous avons en ce moment l'achèvement de l'opération de Deuil-la-Bas, qui est une très belle rue. Nous avons été évidemment des acteurs importants sur Garges-les-Gonesse, puisque les constructions ont été initiées dans les années 60 et que 40 ans, 45 ans après, il fallait évidemment revenir sur ces états. Excusez-moi, et on voit également que l'urbanisme a changé en 40 ans. L'urbanisme a changé. Alors il y a deux choses qui ont changé. Il y a d'abord le concept même d'urbanité, parce que l'urbanisme, en réalité, c'est le contenant. Il faut un contenu. Le contenu, c'est l'urbanité. Comment on vit dans les villes? C'est d'ailleurs le concept même de ce que d'ailleurs Grand Paris Aménagement a réalisé. Ce sont des éco-quartiers, des éco-cités qui sont fantastiques. Ce qui est fait au Fort d'Aubervilliers, par exemple, moi je trouve que c'est une conception tout à fait admirable, puisque c'était immense, le Fort d'Aubervilliers. Et il y a là, on construit des quartiers selon un nouveau mode de vie, où évidemment le développement durable prend toute sa dimension. Alors nous l'avons évidemment intégré. Nous sommes en norme ISO 9001, mais ça c'était la logique de situation depuis 15-16 ans, bien sûr, mais on est aussi évidemment 14001, parce que ça fait partie des règles nécessaires pour bien accomplir son art. Et puis nous avons aussi une fonction qui est celle de la promotion immobilière, qu'elle soit celle de l'accession à l'habitat ou du bailleur social, opération que nous réalisons en nom propre. Alors la CEMAVO, c'est une petite structure, aujourd'hui très concurrencée. Oui, combien êtes-vous? 11, avec un directeur général qui s'appelle Éric Ranker, qui est vraiment l'âme, le moteur de cette structure. Ça fait maintenant 20 ans que j'ai eu, je crois, la chance de le rencontrer, de le recruter. Et il est l'homme de la CEMAVO. Et nous avons aujourd'hui, je disais, de la concurrence, parce que des outils qui étaient nécessaires en 1970 ou les années 80, aujourd'hui sont à disposition. Les SPL, Sociétés publiques locales, permettent à des collectivités d'assurer. Beaucoup d'aménageurs privés se sont institués. Et à partir de là, effectivement, il a fallu protéger un peu le marché pour nous conserver, une capacité de marge. Et cette capacité de marge conduit à générer des fonds propres. Et ce sont ces fonds propres qui permettent également d'entamer des opérations et de consolider nos opérations. Alors aujourd'hui, cette année, nous fêtons les 50 ans de la CEMAVO. J'aurais souhaité que vous nous fassiez un bilan
Et ce que vous êtes déjà en train de nous dire, c'est que la santé, c'est une société saine. Très saine, vraiment extrêmement saine, dans la mesure où nous avons un portefeuille diversifié, évidemment moins de concessions par les collectivités. Nous avons encore quelques mandats, parce que le mandat, c'est de réaliser pour le compte de la région un lycée, pour le département, évidemment, des collèges. Mais le portefeuille est plein. Nous sommes surtout, par notre petite dimension, très agiles. Voilà, c'est l'agilité de la structure qui vient en quelque sorte en complément aux grandes structures, puisque ma voisine appartient à ce bel outil qui est donc un Grand Paris Aménagement, qui est un établissement public, lui. J'ai eu d'ailleurs le bonheur d'y siéger de très très nombreuses années, donc j'en ai vu le fonctionnement, qui en revanche a lui des fonds propres considérables, donc des capacités financières de levier que des petites structures n'ont pas. Donc à chacun, en quelque sorte, sa mesure, et nous jouons dans, en quelque sorte, le registre du relatif et de l'utile. Merci Philippe Sueur pour ces précisions. Et venons-en maintenant aux animations sur la ville d'Enghien. Vous pouvez nous parler des animations que vous avez mises en place à la fin de l'année, pour la fin de l'année. Vous avez organisé des événements particuliers à destination des seniors. Est-ce que vous pouvez rentrer dans le détail de ce que vous avez fait? Pourquoi vous avez fait ça? Bon, si vous parlez au maire, alors là, il va être intarissable. Déjà que je prends un peu trop la parole, pardonnez aux auditeurs. Donc, le mois de juin et les mois de décembre, le mois de décembre sont des mois de fête chez nous. Parce que nous sommes une ville qui se doit, en quelque sorte, d'animer. Car Enghien vit essentiellement de ses clients, de ses chalands, de ses touristes, de ses visiteurs, de ses joueurs. Donc s'il n'y a pas une politique d'animation, il ne se passe rien. En même temps, cette politique d'animation est au service de nos habitants. C'est l'équilibre entre celui qui habite et celui qui fait vivre la ville. Nous avons en décembre eu d'abord le marché associatif, qui est un marché de Noël strictement associatif. Il n'y a pas un commerçant, et tout des bénéfices, tous les chiffres d'affaires, plutôt les bénéfices des 44 stands qui étaient là, vont à des opérations caritatives. Ça a été 3 jours d'une immense convivialité. Bien sûr, vous avez évoqué le solidaire. Nous avons tenu samedi dernier le Noël solidaire qui se tient dans la salle des fêtes sous une forme tout à fait étonnante qui est un peu celle de l'auberge espagnole, avec plein d'animations, une pièce de théâtre, une grande convivialité, et c'est une très belle rencontre entre des personnes qui dans le quotidien ne se rencontreraient jamais. Alors maintenant, et puis alors le clou, voilà, bien sûr, nous ouvrons les lumières de la ville. Vous enchaînez sur mes questions, Philippe. Ouais, allez-y, allez-y, on y va. Allez-y. Voilà, nous avons ouvert d'abord les illuminations classiques dès le 22 novembre, parce que Noël se prépare de plus en plus tôt, et il faut dire que nos commerces d'Enghien, nos commerçants d'Enghien vivent de l'extérieur. À peu près 70% de la clientèle enguennoise et la chalandise est extérieure. Donc il faut les faire venir, il faut leur donner beaucoup de joie, par la lumière entre autres. Et nous avons, à partir du 6 décembre, les projections monumentales, à l'instar de Léon, tout simplement. Alors à Léon, c'est toute la ville, toute la vieille ville en particulier. Ça dure 3 jours, à l'occasion des fameuses fêtes de la lumière de Lyon. Et c'est en s'inspirant de Lyon et en rencontrant différents artistes, dont le dernier, c'est Damien Fontaine. Damien Fontaine, c'est 4 fois les trophées de la lumière de Lyon. C'est un jeune homme qui a une quarantaine d'années, qui a un très bel atelier d'une quarantaine, non, je crois qu'il est trop moins, 25 infographistes et concepteurs. Et nous projetons sur l'église d'Enghien, l'église Saint-Joseph. Le thème cette année, c'est Notre-Dame. Alors évidemment, le clin d'œil à Notre-Dame dans son drame, mais aussi c'est Quasimodo et Esmeralda qui sont sur la façade. C'est très 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 beau. Nous avons sur la mairie, c'est toujours consacré à la mairie depuis une dizaine d'années, aux enfants. Là, souvent c'était des contes de Noël, mais là c'est toute
l'histoire du Père Noël à 300 degrés. Nous projetons à 300 degrés. Donc on est là, on est presque en immersion. Nous sommes une ville numérique, il ne faut pas l'oublier que Enghien-les-Bains est ville créative UNESCO en art numérique et leader d'ailleurs du cluster à travers le monde des villes UNESCO art numérique, les 14 villes. Donc les enfants autour de la mairie, puis c'est un clin d'œil de mettre les enfants autour de la mairie. Et enfin, troisième espace, sur le latéral, côté latéral du casino, sur 70 mètres, c'est un hommage à Léonard de Vinci. Alors chaque projection dure entre 12 et 15 minutes. C'est évidemment sonorisé, des musiques totalement adaptées. Damien Fontaine, au fond, est un sculpteur de lumière et de son. Et on a là un parcours. Et nos visiteurs, c'est 100 000 visiteurs chaque année, 80 000 l'année dernière. On pense 100 000 au rythme que nous observons cette année, ont un parcours d'1 heure. On part de l'un pour aller à l'autre, et puis ça démarre à 17h30 et ça se termine vers 23h. Le son est coupé dans pour certains sites pour protéger quand même le voisinage. Bien sûr. Quelques mots aussi sur ce qui va démarrer demain, qui sont les villages de Noël. Ah oui, volontiers. Nous avons dans ce qu'on appelle le cœur de ville, la Fouet Verte, un village sous la neige avec une très belle, très grande patinoire de glace, bien entendu, pas artificielle, des pistes de luge, et puis tout un ensemble de bars, de montagnes. C'est extrêmement chaleureux. Ça va durer 15 jours. La patinoire, l'entrée de la patinoire est réservée aux enfants et aux ados, pas aux adultes. L'entrée est symboliquement de 2 €, mais ces 2 € vont intégralement à l'enfance handicapée. Intégralement. L'année dernière, nous avons pu réunir 21 000 € qui ont été distribués à l'hôpital des enfants de Margency, puisque ce sont malheureusement des enfants en longue maladie et cancéreux pour la plupart, qui n'avaient pas suffisamment d'animation, d'accompagnement, la liaison avec les parents. Ça permet aussi de financer des opérations cardiaques pour des enfants d'Afrique. C'est aussi ça la solidarité. C'est ça la solidarité, et c'est ce que Enghien a toujours voulu vivre. Merci Philippe Sueur. C'est un programme qui devrait satisfaire tous les visiteurs qui vont se rendre dans votre ville en cette fin d'année. Et pour les auditeurs qui ne vous voient pas, moi ce que je ressens, c'est que vous vivez tous ces événements et c'est très sympathique. Merci Philippe Sueur. Alors si on veut retrouver ces informations, je pense qu'on va sur un moteur de recherche, on tape Enghien-les-Bains et on retrouve tout ça. Tout, bien entendu. Voilà. Voilà, bienvenue, bienvenue. Merci. Alors j'ai vu rentrer Bruno Vigourou dans notre studio. Alors Bruno, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors on va parler un peu de cuisine, on va rester dans l'ambiance de fête. Alors là, on ne peut pas y couper à cette période de l'année, c'est l'incontournable, le roi des fêtes de fin d'année. Je veux bien sûr parler du foie gras. Oui, faire votre foie gras. Ça vous paraît impossible? Vous vous dites que c'est plus simple d'en acheter un? Oui, peut-être. Mais quel plaisir aussi quand vous direz à vos invités, c'est moi qui l'ai fait. Vous allez voir leur tête, ils n'en reviendront pas. Et la recette que je vous propose, je vous l'ai déjà proposée il y a 2 ans, mais là je vous la représente parce qu'elle est vraiment idéale. Cette recette que je vous propose, elle n'est pas simple, elle est simplissime. Je vous propose la recette du chef Yves Candebord, c'est-à-dire de faire votre foie gras au micro-ondes. C'est la recette la plus simple du monde, je vous ai dit. Allez, essayez et vous n'allez pas le regretter. Il vous faut donc un foie gras déveiné, c'est le plus simple, car le faire soi-même n'est pas forcément évident. Attention à ce que votre foie gras ne soit pas trop gros, pas plus de 500 grammes. On dit que quand ils sont trop gros, ils sont moins bons. Il vous faut 1 litre de lait, 10 grammes de sel, 5 grammes de poivre concassé, et puis c'est tout. Pour commencer, vous prenez votre foie gras frais et vous le mettez une nuit dans un saladier, dans du lait, avec des glaçons. Le lendemain, vous l'essuyez, et vous mélangez le sel et le poivre, et vous couvrez ce mélange sur le foie. Voilà, c'est pas très compliqué. Ensuite, vous filmez votre foie gras avec 2-3 couches de film étirable. Vous mettez votre foie dans une terrine et ensuite vous la glissez au micro-ondes 2 minutes 30 à 900 ou 1000 de puissance. Et puis vous prenez la terrine, vous laissez refroidir et puis c'est tout. Ah si, j'allais oublier, vous mettez la terrine au frais. Attention, il faut faire votre foie gras 3-4 jours à l'avance, il n'en sera que meilleur. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Elle n'est pas simplissime cette recette.
Vous ne pouvez pas vous tromper. À chaque fois que je fais ce foie gras, je me dis toujours, mais c'est pas possible que ça soit si facile. Eh bien si, c'est possible. Vous allez donc vous étonner et vous régaler. Pour accompagner votre foie gras, vous pouvez servir un sauterne, bien sûr, c'est toujours magnifique, très élégant. Mais moi, je dois dire que j'ai une petite et même une grosse préférence pour un Gewürztraminer vendange tardive. Le mariage avec le foie gras, c'est un pur bonheur. Régalez-vous, passez de bonnes fêtes et à très bientôt. Au revoir. Tu reprends tout de suite. Hein. Attention, Attention, tu reprends tout de suite. on reprend. Alors, au bar de l'économie aujourd'hui, nous recevons Philippe Sueur, maire de la ville d'Enghien et vice-président du conseil départemental du Val d'Oise, Magali Castex, pilote démonstrateur industriel de la ville durable Cycle Terre à Grand Paris Aménagement, Ronan Trottier, directeur de projet chez Géon, et Thierry Laquitaine, président de Circolab, directeur investissement socialement responsable chez AEW. Alors Thierry Laquitaine, avant de nous parler d'environnement et de réemploi, pouvez-vous nous présenter l'association Circolab, s'il vous plaît? Alors, Circolab, c'est une association qui a été créée en février 2018, composée de professionnels de l'immobilier. Nous avons aujourd'hui plus d'une soixantaine de membres, avec une grande diversité, des fabricants, des architectes et des bureaux d'études, des assistants maîtres d'ouvrage, des sociétés de conseil, avocats, entreprises de construction, entreprises générales, entreprises de déconstruction, de traitement de déchets, aussi des organismes, des associations dans l'insertion, des associations dans l'économie circulaire. Donc une très grande diversité. Et le but de cette association, c'est d'assurer la promotion de l'économie circulaire dans le bâtiment, et notamment du réemploi des matériaux et produits en fin de vie, c'est-à-dire lors de la démolition, lors du curage des bâtiments. D'accord. Alors sur l'économie circulaire et sur vos activités, vous avez fait en fait un diagnostic sur la situation actuelle de l'environnement qui n'est pas très optimiste et qui dit que la situation n'est pas durable. Vous pouvez nous préciser? Alors, le diagnostic, finalement, à ma petite échelle, c'est pas ce qui est très important. Je veux dire que ce diagnostic est fait par des scientifiques. C'est notamment les différents rapports du GIEC, les différents rapports de l'IPBES aussi sur la biodiversité, qui nous disent que la situation est grave et qu'elle ne cesse d'empirer. Elle ne cesse d'empirer avec le dérèglement climatique et les émissions de gaz à effet de serre d'origine anthropique. Vous savez qu'actuellement, en Australie, on a atteint des températures de 48 degrés, avec des incendies de forêt. Cet été, en Europe, on avait des canicules, aussi des incendies de forêt, des inondations cet automne, la banquise qui est en train de fondre. Donc, on est rentré dans cette ère des conséquences dont parlait Churchill. Ceux qui continuent à croire qu'il n'y a pas de dérèglement climatique, c'est de l'aveuglement. Oui, on touche du doigt cette situation. Ce qui semble assez incroyable, en fait, c'est qu'il y a encore un courant qui dit que le dérèglement climatique n'existe pas, en fait. Enfin, vous savez, il y aura toujours des gens pour vous dire que le ciel n'est pas bleu et que l'eau, ça ne mouille pas. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Alors, vous nous avez parlé de Circolab et vous avez présenté l'ensemble des partenaires. On voit qu'ils sont nombreux, ces partenaires. Est-ce que vous avez la conviction que ces partenaires ont cette volonté de préserver la planète plutôt que de répondre à des exigences financières à court terme? Alors, la question, bien évidemment, est complexe. On l'a vu avec le projet Europa City, il peut y avoir des intérêts qui sont divergents, mais aujourd'hui, on ne devrait plus faire d'activité économique et de choix politiques sans se poser les questions aussi des impacts et des impacts extra-financiers, ce qu'on appelle les externalités négatives. Certes, à une époque, on n'avait pas la connaissance, on ne connaissait pas, parce que la situation du réchauffement climatique aujourd'hui, c'est le développement industriel du 19e et du 20e siècle. On n'avait pas forcément l'information à cette époque-là. Maintenant, les phénomènes sont connus. L'effet de gaz à effet de serre est connu. Mais donc, se poser les questions, de faire un bilan avantages-inconvénients en tenant compte de critères extra-financiers, environnementaux et sociaux, c'est la base. Et finalement, la question, la proposition qui est faite dans l'économie circulaire, c'est après avoir utilisé des outils tels que l'analyse de cycle de vie. Vous parliez tout à l'heure des véhicules autonomes. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise idée a priori, ce n'est pas du dogmatisme. Il y a des outils qui permettent de savoir, en regardant sur le temps l'impact d'une solution technique, d'un scénario, d'un choix politique, l'impact sur la durée, de permettre de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise solution. Par exemple,
un exemple traditionnel, un promoteur aura tendance à mettre des convecteurs électriques dans un logement, des grippes, parce qu'à l'investissement, le coût est moindre. Mais est-ce que sur le cycle de vie, cet investissement-là, c'est le plus intéressant? Est-ce qu'il ne faudrait pas surinvestir un peu plus au démarrage pour, dans le temps, avoir un coût global qui soit inférieur? C'est dans ces réflexions-là qu'il faut rentrer, tenir compte du temps. Et finalement, l'horizon temporel est très important parce que on travaille pour le compte d'investisseurs. Si vous avez un horizon temporel à 5 ou à 10 ans, évidemment, vous ne voyez pas l'impact et la conséquence des choix que vous avez pu faire. Alors que si vous raisonnez sur le long terme, et ce qui est le cas pour nombre de nos clients, les investisseurs institutionnels, qui ont des temps de détention longs, alors là, vous prenez compte d'un certain nombre d'impacts. Alors, je comprends bien ce que vous dites, Thierry L'Aquitaine, mais si je prends la place d'un consommateur qui va effectivement investir pour son habitat, comment lui peut-il réagir et intégrer votre réflexion sans avoir à court terme cette réflexion financière? Alors, je pense que même en tant que consommateur, on peut prendre conscience d'un certain nombre de choses. Par exemple, tout ce qui est déchets. Parce que finalement, dans l'acte de construire, mais dans la majorité des activités humaines, vous avez 3 temps. Vous avez le temps de la conception, construction du produit, donc l'utilisation de matières premières. Et aujourd'hui, le bâtiment, c'est le premier consommateur de matières premières. C'est 50% des matières premières sont utilisées par le bâtiment, avec déjà des problèmes d'approvisionnement sur un certain nombre de ressources, des ressources stratégiques. On parlait des métaux rares, et sur le bâtiment, on a des produits aussi basiques que le zinc, le plomb, avec des listes qui sont connues et qui ont été diffusées par la Commission européenne, par la France, par le Centre scientifique et technique du bâtiment, où on sait qu'on a moins de 20 ans de ressources connues qui sont utilisées couramment dans la construction. On sait qu'on a un problème sur la ressource en sable. 70% des plages sont en recul. On sait qu'il va falloir construire énormément de logements, de villes, pour le développement majoritairement en Afrique et en Asie. Donc il y a déjà une question sur les produits qui sont utilisés. Et l'économie circulaire vise à optimiser la valeur qui est tirée de la matière. Ensuite, deuxième étape, c'est les émissions qui sont liées à l'utilisation des produits. Et le bâtiment, c'est une industrie extrêmement puissante au niveau économique, puissante en termes d'emploi. On a coutume de dire que lorsque le bâtiment va, tout va. C'est partiellement vrai. Tout ne va pas parce que le bâtiment a un impact environnemental qui est considérable. Que ce soit en émissions de composés organiques volatiles, que ce soit en matière de carbone. On avait l'habitude de dire que le bâtiment émet 25% de carbone. Mais c'est uniquement 25% sur les consommations d'énergie du bâtiment. Sur les cycles de vie, c'est 40%. Ce serait le premier contributeur. Et après, le deuxième volet, ce sont les déchets. Le bâtiment est le deuxième producteur de déchets en France et en Europe, après les travaux publics, et bien avant les ménages. Et on en parle très peu. Alors cet été, il y a eu un événement dramatique avec un élu qui a été tué par une entreprise qui était en train de jeter ses produits dans une décharge sauvage. Mais on a un problème dans le bâtiment avec les déchets. Et ce que je vous ai décrit sur le bâtiment, en fait, on pourrait l'appliquer à toutes les activités. Quelle quantité de matière est utilisée? Quel impact environnemental durant l'utilisation? Et qu'est-ce qui se passe en fin de vie? Et c'est l'exemple, par exemple, du plastique, ou de tous les produits à usage unique. Parce que vous voyez que le pétrole, ça prend des millions d'années à se développer dans la nature, quelques semaines pour fabriquer une paille en plastique, quelques secondes pour l'utiliser, après ça devient un déchet. On se rend bien compte qu'il y a un problème. Ce n'est pas soutenable. Alors, je voudrais revenir sur un point. Vous avez évoqué tout à l'heure le délai de réaction que nous devons avoir parce qu'il nous reste peu de temps devant nous. Donc déjà, c'est important que vous le releviez parce que je pense qu'on ne l'entend pas assez. Maintenant, par rapport à ça, est-ce que vous pensez que les gens prennent conscience, enfin les gens, quand je dis les gens, c'est les entreprises et les consommateurs prennent de plus en plus conscience et les choses bougent? Alors, oui, je constate pour travailler depuis des années dans le développement durable qu'il y a eu des prises de conscience, qu'il y a eu une forte prise de conscience de la part de la société civile ces dernières années. On a assisté à des manifestations de jeunes, de moins jeunes, en faveur du climat, avec des évolutions aussi au niveau alimentaire, moins de consommation de viande, avec des évolutions aussi par rapport au mode de transport, et là en période de grève de façon un peu contrainte, avec l'utilisation des 2 roues. Mais la société civile a évolué par rapport à ces sujets. Je pense qu'au niveau des entreprises aussi, que la plupart des entreprises ont pris conscience qu'il était nécessaire de changer les façons de faire. Et
Je pense qu'au niveau de la société dans son ensemble, qu'il y a eu une bascule au niveau du leadership. J'ai l'impression que maintenant le leadership est moins du côté politique, excusez-moi monsieur le maire, que du côté de la société civile, qui met aujourd'hui la pression sur nos responsables politiques en leur disant il faut aller plus loin, il faut aller plus vite. Donc ça qu'il y a une urgence. Ça va dans la bonne direction. Et je pense que le président actuel a quand même eu un impact positif sur cette prise de conscience, notamment au niveau de la finance. Et je pense qu'un acteur comme Nicolas Hulot a eu aussi un impact positif. Lorsqu'il a dit est-ce que j'ai une armée derrière moi? Quelque part, ça a fait réagir la population. Et je pense que sa démission a aussi joué un rôle en faveur de cette prise de conscience. Oui, j'allais le dire, ce qui a eu un gros impact, on peut dire malheureusement, entre guillemets, c'est effectivement le fait qu'il ait quitté le gouvernement et qu'il ait démissionné. Alors, si on veut aller un peu plus loin dans la discussion, ce que je propose, c'est qu'on demande à Ronan Trottier, qui est directeur de projet chez Géon. Géon a été lauréat pour une plateforme de réemploi et c'est très récent. Vous pouvez nous dire ce que c'est d'abord une plateforme de réemploi et puis nous parler aussi de votre prix? Oui, alors déjà pour commencer, Géon a été créé en 2016. Donc en fait, moi j'ai rejoint la société en 2017. On était 3 et puis aujourd'hui on est une petite quinzaine. Et donc le but de notre entreprise aujourd'hui, c'est de faire de ce qu'on appelle de l'assistance à maîtrise d'ouvrage dans les domaines du développement durable. Et notamment accompagner les maîtres d'ouvrage dans la mise en place d'une politique environnementale lors de la construction, de la rénovation, même de l'exploitation d'un bâtiment. Et donc effectivement, on est sur Paris, on est aussi sur Caen. Et aujourd'hui, Frédéric Adam, qui est directeur de l'agence de Caen, je vais beaucoup parler de la région de Normandie aujourd'hui, parce qu'effectivement, on a beaucoup de retours d'expérience, enfin beaucoup. On a au moins un retour d'expérience vraiment intéressant sur le sujet du réemploi. Et effectivement, Géon a participé à l'appel à manifestation d'intérêt pour l'économie circulaire organisée par la région Normandie notamment. Et effectivement, Géon a été lauréat dans le sens où Géon a participé en fait à proposer la mise en place d'une plateforme de réemploi pour promouvoir le réemploi dans le bâtiment. Et donc ça, c'est en partenariat avec l'association WIP. Cette association-là est également une association qui met en place du réemploi et est un influenceur en fait, surtout pour les architectes dans l'aménagement et la conception des bâtiments en ayant une touche vraiment environnementale et sociale. Et donc aujourd'hui, effectivement, en partenariat avec le WIP, Géon a proposé une plateforme de réemploi parce qu'aujourd'hui, le service n'existe pas. Tout simplement, les plateformes de réemploi existent beaucoup en région parisienne et sont basées beaucoup sur un principe du bon coin, c'est-à-dire la mise à disposition de matériaux à réemployer. Et donc, on va sur une plateforme en ligne et on regarde effectivement la disponibilité des matériaux. Ce qui n'existe moins, ce sont les plateformes de réemploi qui proposent, je dirais, un service un peu tout compris. Et donc, ça n'existe pas beaucoup et ça n'existe encore moins en Normandie. Et effectivement, cette plateforme de réemploi aura pour but, en fait, d'une part, de mettre à disposition des matériaux reconditionnés, de mettre à disposition ces matériaux dans une plateforme de stockage. Aujourd'hui, il y a un vrai problème de stockage des matériaux à réemployer. Et également la proposition, en fait, d'un service de formation, d'accompagnement pour la mise en place d'un projet de réemploi. Vous pouvez nous donner quelques exemples déjà de réemploi d'une manière générale et quel type de matériaux en fait on arrive à réemployer? Oui. Alors cette idée de plateforme de réemploi vient aussi du fait qu'à Caen il y a un projet. Alors je dis à Caen, c'est exactement à Colombelles, qui est à une dizaine de kilomètres de Caen. C'est la grande halle de Colombelles où Géon a participé évidemment avec l'ensemble des acteurs à la mise en place d'un lot réemploi. Pour rénover un ancien, en fait, c'était un ancien site métallurgique, c'est la Société métallurgique de Normandie qui occupait ces espaces. Et donc, cet espace-là a été réutilisé, réemployé, et donc pour en fait que ça devienne simplement des espaces de bureau, de l'événement, du séminaire et de la restauration. Et donc dans ce projet-là, le maître d'ouvrage aujourd'hui c'est Normandie Aménagement. L'architecte c'est Encore Heureux Architecte et avec un bureau d'études techniques Albert et compagnie. Et donc effectivement ce projet-là est assez intéressant puisque
Pour faire très très simple, d'habitude dans un projet de construction, vous avez ce qu'on appelle un maître d'ouvrage qui passe un marché avec des lots, des entreprises qui doivent construire le bâtiment. Donc vous avez un lot généralement spécialisé par domaine d'activité. Je prends un exemple, pour la peinture, vous avez un lot peinture. Pour le faux plafond, vous avez un lot faux plafond. Et donc ce qui n'existe pas aujourd'hui, ou très peu dans les projets, c'est d'intégrer en fait un lot réemploi. Et ce lot réemploi est à notre sens indispensable pour mener à bien un projet de réemploi, étant donné que son rôle clé, il aura un rôle clé dans le sens où il aura la connaissance des gisements locaux. Le plus dur, c'est de connaître les gisements aux alentours. Et effectivement, il faut pour cela s'armer avec des personnes qui connaissent l'endroit, le lieu. Et donc c'est vraiment intéressant d'avoir ce lot qui permet d'aller chercher les gisements, de savoir comment on reconditionne les matériaux qu'on a identifiés. Mais alors ces matériaux que vous avez identifiés, en fait, c'est des matériaux qui avaient déjà été usagés, qui avaient été déjà utilisés? C'est ça, ou c'est des matériaux nouveaux que vous n'utilisez plus? Non, en fait, c'est le but du réemploi, c'est-à-dire qu'on rentre dans une économie circulaire. Voilà. Et donc l'idée, ça va être de réutiliser soit sur place, quand c'est de la rénovation, soit quand c'est du neuf, d'aller chercher des gisements sur un chantier qui pourrait être en cours de démolition, où maintenant on parle plus de déconstruction, pour essayer d'aller chercher des matériaux qui sont réemployables, entre guillemets. Et donc, effectivement, c'est intéressant d'aller chercher ces gisements-là. J'insiste là-dessus, mais pour ces matériaux de réemploi en entretien, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de ce qu'on réemploie? Oui, alors c'est assez simple. On passe par de la fenêtre, de l'isolant, du faux plafond. On peut même aller jusqu'à la porte coupe-feu, même si en termes d'assurance, ça peut être contraignant et compliqué, mais c'est possible. Ça peut aller jusqu'à une vasque pour les sanitaires, ça peut aller à une toilette, il y a vraiment de tout. On peut vraiment utiliser de tout. On a d'autres illustrations, d'autres exemples. C'est aussi des mains courantes, c'est aussi des blocs de secours, de la moquette, des appareils sanitaires. Alors on a une belle illustration parce qu'il y a un projet qu'on est en train de terminer, la KUW a piloté, qui est la transformation de bureaux en logement à Paris, rue de l'Ancienne Comédie. Et il s'agit en fait du théâtre des comédiens français, qui avait été décidé par Louis XIV en 1688, et qui à l'époque déjà dans sa construction avait eu recours au réemploi, puisque Louis XIV avait décidé de réunir deux théâtres parisiens, le théâtre de Molière et un autre théâtre. Et pour construire le nouveau bâtiment, ils ont détruit l'un des anciens bâtiments. Et ils ont récupéré les blocs de pierre et la charpente. Et à l'époque, on faisait du réemploi par nécessité. Parce que, bien évidemment, il n'y avait pas de machine, on avait beaucoup moins de moyens qu'aujourd'hui. Donc on récupérait les blocs de pierre. Et ce bâtiment, près de 4 siècles plus tard, alors bien sûr, il a connu des vies successives et des utilisations diverses. Nous l'avons rénové. Et on a eu à nouveau recours en réemploi, mais cette fois plus par nécessité, par choix. En intégrant des blocs de secours, des appareils sanitaires, de la moquette, d'autres opérations qui avaient déjà été mises en œuvre dans un bâtiment. Et ça nous a permis d'obtenir le label BBCA, bâtiment bas carbone. Donc on voit que c'est un bâtiment qui est à la fois un bâtiment chargé d'histoire et maintenant de modernité, dans lequel on a décidé de recourir en réemploi et qui a adressé un enjeu d'aujourd'hui, qui est la construction bas carbone. Alors c'est très, très intéressant cet exemple, Thierry L'Aquitaine, parce qu'on voit bien que là on n'est pas dans l'emploi de matériaux, mais bien le réemploi, la réutilisation de matériaux qui sont en fait très anciens, et ça ne pose pas d'autres difficultés que ça, que de pouvoir le réutiliser, sauf à savoir l'extraire, le récupérer et le réutiliser. Bien évidemment, là, on simplifie à l'extrême, mais il y a un diagnostic technique, il y a un expert qui passe sur le bâtiment, qui expertise la performance résiduelle des produits et matériaux pour s'assurer qu'il n'y a pas de risque sanitaire, que la performance technique nécessaire est bien là et qu'on peut utiliser sans risque ces produits-là. Ça, c'est indispensable. Et nous, on a ce rôle-là de requalifier l'utilisation du matériau. C'est indispensable pour qu'un assureur, aujourd'hui, puisse assurer un matériau. Alors, une dernière question là-dessus, c'est si on prend l'aspect économique, est-ce que pour un constructeur ou pour une nouvelle construction, quel est l'impact au niveau économique? C'est plus cher, c'est moins cher? Alors, les faibles retours d'expérience qu'on a aujourd'hui montrent qu'un projet de réemploi n'est pas plus cher et n'est pas moins cher. C'est-à-dire que globalement, les économies qu'on fait pour réemployer rééquilibrent la balance, quoi. En fait, entre guillemets, ce n'est qu'un choix au début de l'opération de dire je vais aller dans l'économie circulaire et faire du réemploi.
ça n'a pas de contrainte particulière sur l'aspect économique. Ça n'a pas de contrainte particulière, mais c'est un choix, ça doit être un choix important en amont, et surtout l'architecte doit vraiment être engagé dans la démarche, parce que c'est lui qui est la pièce maîtresse pour la coordination et le choix des futurs matériaux qu'il met en place sur le site. Alors, pour compléter la réponse de Ronan, alors évidemment aujourd'hui on démarre le réemploi. Donc c'est quelque chose auquel on n'est pas habitué, on n'a pas forcément les compétences, on n'a pas forcément tous les prestataires, donc ça peut avoir un coût important, voire plus important. Mais il va y avoir une courbe de progression et une montée en compétence des acteurs, et je rejoins ce que disait Monsieur le maire aussi sur nos sujets, c'est-à-dire qu'il y a besoin aussi de former. Et une des missions de Circolab, c'est aussi de travailler avec le monde académique, de sensibiliser les acteurs et contribuer à cette formation. On a produit un certain nombre de guides, et on continuera à en produire, sur la méthodologie, sur la façon de réaliser un diagnostic, etc. etc. Donc il va y avoir, à mesure qu'on rentre en compétence, une baisse du coût du réemploi et de toute façon une augmentation du coût des matériaux neufs à cause de ce problème d'approvisionnement dont je parlais tout à l'heure. Mais on risque d'avoir une courbe croisée. Et puis, il faut regarder tous les impacts. Il y aura peut-être certes un coût associé au réemploi, par contre il y aura des impacts positifs sur l'environnement et sur le social. Et c'est la raison pour laquelle dans Circolab, il y a plusieurs collectivités, dont Pleine Commune, dont la région Île-de-France, dont Grand Paris Aménagement, dont la métropole du Grand Paris, parce que le fait de faire du réemploi, ça favorise l'emploi local. Il faut plus d'heures de main-d'œuvre pour faire du réemploi, pour déconstruire proprement, pour reconditionner, pour stocker, que pour amener en déchetterie. Voilà. Donc c'est de l'emploi qui n'est pas délocalisable. Et c'est aussi un intérêt pour les collectivités. Merci Thierry L'Aquitaine, merci Ronan Trottier. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est une pause musicale. La question, Ouais. avant de passer la parole, c'est Et il faut dites-moi, faire comprendre. parce qu'il y a un coût main-d'œuvre supérieur, mais est-il compensé par l'économie des matériaux eux-mêmes? Nous, c'est ce qu'on a identifié sur la Grande Halle de Colombie, en tout cas. C'est-à-dire que, effectivement, le fait de réemployer, et en plus de ça, c'est un impact vraiment social, dans le sens où ça crée il y a quasiment, je crois que c'est quasiment 2 temps plein équivalents qui ont été générés sur Non, c'est intéressant. Hein. C'est intéressant parce que c'est une rupture de comportement de nos techniciens, ingénieurs. C'est énorme. Parce que moi, je fais partie, par ma génération, mes parents ont été très marqués par la guerre. Donc mon enfance a été une enfance où on faisait attention à tout. On gardait beaucoup de choses et on mettait de côté pour le réemployer. Bon. Et j'ai ce réflexe, je dis, on ne va pas jeter tout ça. Non, ça va, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, c'est plus économique. Sinatra. C'est Frank Sinatra. C'est quoi? White Christmas. Et ça, c'était vraiment, globalement, grossièrement, on s'emmerde pas. Il vous reste 10 minutes d'émission, donc on va reprendre dans quelques secondes. Vous étiez là, vous? Qu'est-ce qu'il y a? C'est à Vous vous étiez maintenant. là, vous? Ça va être à vous. Ah, toi, Ouais. c'est aussi la question de l'obsolescence programmée. Qui est faible, alors que absolument, on achète chez des gauloches. Donc Magali, on attaque par la... Elle n'entend pas avec le casque. Eh ben, J'ai un frigidaire qu'elle m'a fait jeter. 40 ans. 40 ans, on a bien réutilisé, nous. Jeté. Quand même. Inadmissible. Il marchait? Bien sûr. Il Très bien. faisait pas très bien du froid, quand même. hein. Les aliments, Il il faisait n'aimait pas four beaucoup. aussi. Il faisait four, parce que... Tu sais, avec des petites mousses sur les aliments. Ça s'appelle des champignons. S'il reste du temps, il le fera. Allez, on y va. Nous, on est des spécialistes du réemploi. Nous, on est des spécialistes du réemploi. On a une cuisine qui a 40 ans. Aujourd'hui, la fierté de l'État, c'est d'avoir des spécialistes. Bien sûr. Vous venez d'entendre The Voice, Frank Sinatra dans White Christmas. Au bar de l'économie aujourd'hui, je reçois Philippe Sueur, maire de la ville d'Enghien et vice-président du conseil départemental du Val d'Oise, Ronan Trottier, directeur de projet chez Géon, Thierry L'Aquitaine, président de Circolab, directeur investissement socialement responsable chez AEW, et Magali Castex, pilote démonstrateur industriel de la ville durable Cycle Terre à Grand Paris Aménagement.
Alors Magali Castex, c'est à votre tour. Le démonstrateur que vous avez basé à Sevran a pour objectif de transformer les déblais des aménagements du Grand Paris. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu tout ça concrètement? Oui, Cycleterre, on l'a monté avec 12 et bientôt 13 partenaires en fait. L'idée, c'est toujours dans la même logique de transformer ce qu'on mettait auparavant en décharge. Vous savez qu'en Ile-de-France, particulièrement au Seine-et-Marne, il y a beaucoup d'espaces de stockage, de terre excavée. Dès qu'on fait un métro, un aménagement, on est obligé d'excaver la terre pour les fondations, le nivellement, etc. Donc ça fait vraiment des grandes quantités. On a estimé que d'ici, dans les 15 prochaines années, ça serait 400 millions de tonnes de terre qui seraient excavées pour les chantiers du Grand Paris. Donc l'idée de Cycleterre, c'est de tester un modèle où cette terre, on la récupère et on la transforme en matériaux de construction. Donc le démonstrateur qui sera positionné à Sevran, ça sera une fabrique, on l'a appelé une fabrique parce que c'est une taille relativement petite qui a pour but de s'insérer dans le tissu urbain. Et donc cette fabrique produira un certain nombre de types de matériaux en terre crue. Donc, là aussi pour viser le moins de dépenses énergétiques possible, le moins de flux de transport parce qu'on capte la terre à proximité, on la transforme à proximité. L'idée c'est de la réutiliser aussi à proximité parce qu'on est sur un territoire où il y a énormément de construction, donc on a des gisements d'utilisation très grands. Donc on utilise le minimum d'énergie, donc évidemment on ne fait pas cuire la terre, on ne la fait pas sécher, ce qui nous pose des questions opérationnelles extrêmement complexes à résoudre, mais c'est vraiment le but d'être le plus vertueux d'un point de vue carbone, et puis de retrouver aussi cette matière, la terre crue, qui faisait partie des matériaux usuels pendant tout le temps et qu'on a perdu là, ces 60 dernières années où voilà, on a cru à l'abondance, l'infinité des matériaux, et donc on s'est tourné vers des matériaux qui ont des caractéristiques structurelles plus fortes comme le béton, et qu'on utilise partout, alors qu'il y a plein d'autres possibilités d'utiliser des matériaux plus simples pour plein d'autres usages. Alors vous faites la transition très naturelle en fait sur ma prochaine question. L'économie circulaire pour vous c'est quoi en fait? Vous avez commencé à en parler, mais oui, c'est justement ça, c'est vraiment pour moi c'est vraiment redonner de l'attention aux choses en fait, l'économie circulaire, c'est de dire je méprise pas ni la matière ni les gens, c'est-à-dire que la matière a un prix, a une qualité, a des caractéristiques, c'est réapprendre à connaître tout ça et ne pas simplement prendre les choses, s'en servir en un temps très limité et puis les jeter. Alors parfois on ne les jette même pas, elles restent en place dans le bâtiment se dégrade à une vitesse catastrophique, mais en tout cas elles sont conçues dès le départ pour avoir une durée de vie extrêmement faible. Et du coup l'idée de l'économie circulaire pour moi c'est de retrouver voilà, qu'est-ce que c'est un matériau, c'est quoi ses caractéristiques, et derrière de redévelopper finalement la connaissance bien sûr, et puis aussi le travail sur la qualité du matériau, parce que pour réemployer un matériau, il ne faut pas que ce soit un matériau de très faible qualité qui va se désagréger quand on va le démonter. Il faut retomber sur des matières qui permettent justement d'être déplacées, réutilisées. Et donc, pour moi aussi, ça développe tout ce qui est le savoir-faire des personnes dans le bâtiment, c'est-à-dire faire des conceptions simples aussi. Je pense que ça va simplifier la conception. Connaître ce qu'on met dans un bâtiment, on peut pas... il faut qu'on se réapproprie les chaînes de production, parce que pour réemployer des matériaux, et puis aussi pour des questions de santé dans le bâtiment, on sait très bien que l'air intérieur dans les bâtiments, il y a eu plein d'études dernièrement montrant que c'était pas super, parce que justement, voilà, on enchaîne les produits sans trop savoir ce qu'il y a eu dedans. Donc là, voilà, c'est un bouleversement assez profond de retomber sur ces valeurs qui étaient naturelles il y a encore quelques années. Alors vous parlez de valeurs et vous avez aussi parlé de durabilité. On voit aussi qu'il y a quand même un courant dans la consommation, alors peut-être pas dans le bâtiment, mais de fabriquer des produits avec, je dirais, une mort annoncée assez rapide. Est-ce que ça veut dire que sur les biens de consommation, plus dans l'industrie ou dans l'immobilier, on va travailler sur la durabilité des matériaux? Alors oui, et la durabilité peut être obtenue de diverses manières. Donc soit en effet, on peut avoir des matériaux type
le bois ou la pierre qu'on sait très bien du fait de leurs caractéristiques, de leur solidité, de leur durabilité dans le temps, démonter, remettre dans d'autres bâtiments. Ou alors, côté terre crue, la durabilité est obtenue différemment, c'est-à-dire que la terre, quand on a fait un bâtiment en terre, que la terre crue, c'est seulement de la terre crue, au moment de faire disparaître le bâtiment, parce qu'on sait que nos zones urbaines vont connaître des mutations importantes, et donc on ne peut pas préjuger que l'urbanisme qu'on crée à un moment sera là pour les 200 prochaines années. La terre, on remet de l'eau dessus, et la terre, hop, ça retourne au sol, et c'est une autre manière de durabilité. Ou alors on peut reprendre cette terre et refaire un matériau. Voilà, c'est une sorte de légèreté dans l'acte de construire qui s'oppose un peu aujourd'hui aux constructions qu'on a l'habitude de voir, où c'est très compliqué de les démolir. En tout cas, ça coûte beaucoup d'argent, ce qui fait que le renouvellement urbain en est complexifié. Alors, Ronan a levé la main, je pense qu'il veut intervenir et compléter probablement vos propos. Magali. En fait, je voulais compléter ce que disait Magali sur la durabilité, et puis également l'enjeu aujourd'hui de Circolab, ça va être, et ça c'est vraiment important, je pense, c'est de caractériser et de mesurer en fait l'impact environnemental du réemploi. Donc aujourd'hui, pour mesurer cet impact-là, Circolab met en place des outils. Thierry tout à l'heure parlait de l'analyse de cycle de vie, qui est en fait basée sur ce qu'on appelle les FDES, donc les fiches de déclaration environnementale et sanitaire, que doivent mettre en place les fabricants pour mesurer l'impact environnemental des produits qu'ils fabriquent. Et donc chez Circolab, en fait, on met en place des outils qui nous permettront de mesurer l'impact d'un projet de réemploi par rapport à un projet, on va dire, classique, sans réemploi. Et je pense que le fait d'avoir de la durabilité dans la façon de fabriquer des matériaux valorisera énormément les démarches de réemploi. Merci Ronan Trottier. Thierry L'Aquitaine. Alors sur la question de la durabilité des produits et matériaux, dans le bâtiment, on a des produits de qualité. Il y a une tradition de qualité dans le bâtiment. On parlait de Notre-Dame de Paris, en France particulièrement. La charpente de Notre-Dame était la charpente d'origine, qui avait près de 1000 ans. Elle tenait encore. La charpente qu'on a dans le bâtiment dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est la charpente du XVIIe siècle. Elle tenait encore. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est le décalage entre l'obsolescence technique, donc avec des matériaux qui ont une durée de vie très longue, et l'obsolescence sociale. C'est-à-dire qu'on change sur le cycle de vie d'un bâtiment plus d'une dizaine de fois l'ensemble du second œuvre à l'intérieur du bâtiment. Il y a un architecte qui disait on n'a pas un problème de changement climatique dans le bâtiment, on a un problème de changement de mentalité. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un matériau, on veut changer la couleur des murs, du faux plafond, etc., que ce matériau n'a plus de performance technique et qu'il ne pourra pas être utilisé ailleurs. Alors Circolab vise à maximiser la valeur des produits parce qu'ils sont de qualité et parce qu'ils ont un impact environnemental. Et on peut très bien vendre ces produits, on l'a expérimenté, on peut les acheter, on peut aussi les donner. On les a donnés à des associations pour les constructions d'une école, on les a donnés à des associations pour des gens qui sont en précarité énergétique, on a donné des radiateurs. Voilà, c'est pas parce qu'on n'a plus l'usage d'un produit qu'il doit terminer en déchetterie, tout simplement. Merci Thierry L'Aquitaine. Je crois que Ronan Trottier voulait reprendre la parole. Oui, désolé. Allez-y. Je ne vais pas monopoliser la parole, mais je rebondis sur ce que dit Thierry, c'est que sur la Grande Halle de Colombelle, notamment, on a réemployé de l'isolant, des panneaux isolants, et en fait, on les a envoyés en laboratoire pour les tester, parce que évidemment, pour réassurer un isolant, il faut voir si son usage est encore optimisé. Et donc en fait on s'est aperçu qu'il n'y avait aucune dégradation de la performance thermique du matériau, voire elle s'est même limite un peu améliorée. Donc en fait on voit bien qu'avec le temps, certains matériaux sont loin d'être dégradés et peuvent être réemployés comme si c'était des matériaux neufs. Merci Ronan Trottier. Pour clôturer cet entretien, je vais vous repasser la parole, Magali Castex, et vous allez nous parler du développement territorial. Oui, parce que l'idée de la fabrique, justement, c'était d'en faire un vrai outil de développement territorial. L'idée, c'est que si on arrive à faire fonctionner ce premier démonstrateur, on puisse en créer plusieurs en Ile-de-France, voire en France. Et donc là aussi, on développe pour ce projet à la fois les aspects formation, donc se réinvestir la connaissance de la terre. Donc la terre n'a jamais été très développée en Ile-de-France, elle l'est dans d'autres territoires, mais pas forcément en Ile-de-France. Donc il faut créer toute une filière de gens qui connaissent le matériau. On cherche justement des montages pour créer un centre de formation
de la terre crue. Et puis voilà, chaque fabrique emploie une quinzaine de personnes, donc c'est aussi quelque chose qui permet au territoire de bénéficier finalement de son développement, des constructions qui vont arriver, c'est-à-dire c'est pas simplement un élément exogène qui arrive sur le territoire, des gens viennent de l'extérieur, construisent et puis repartent. Le territoire participe aussi à sa transformation en proposant localement des ressources. Merci Magali Castex. Thierry L'Aquitaine, je vais vous repasser la parole 1 minute pour nous parler de la charte. Alors, oui, la charte de l'économie circulaire va aussi prolonger sur ce que disait Magali sur le territoire. Dans l'économie circulaire, il y a plusieurs échelles. Il y a les produits, les composants d'un bâtiment. Il y a le bâtiment lui-même en tant que système complexe, ce qui rentre et ce qui sort du bâtiment. Il y a le territoire. C'est des projets tels que pleine commune, métabolisme urbain. On réfléchit au flux qui rentre et qui sort dans un territoire. Et c'est très important d'avoir à l'esprit les différents échelons. Et l'approche territoriale est très importante parce que l'idée, c'est de trouver des synergies entre les opérations de démolition et de construction pour éviter que le territoire soit totalement dépendant de l'extérieur et pour éviter d'avoir une production de déchets trop importante dans le territoire. Concernant la charte de l'économie circulaire, c'est une charte que nous avons rédigée à l'exemple de la charte sur la rénovation énergétique à destination des maîtres d'ouvrage pour promouvoir l'économie circulaire et qui vise à mettre en mouvement l'ensemble des acteurs. Parce que l'économie circulaire, c'est un défi qui est systémique. Il faut toucher les fabricants, les architectes, les constructeurs et les déconstructeurs. D'où l'intérêt de cette charte qu'on vous invite à découvrir et à signer pour vous engager. Merci Thierry L'Aquitaine. De toute façon, si on veut retrouver plus d'informations, on va sur vos sites internet et on vous retrouve. Merci de votre attention. Bonne fête de fin d'année, à l'année prochaine et à demain avec Jacqueline. Au revoir.